On est début 2026 et il y a cette énergie si particulière dans l'air. Vous ne trouvez pas? Ah oui, ce sentiment un peu électrique. C'est ça. L'envie de prendre un nouveau départ, de tourner une page. C'est une période qui est vraiment chargée d'aspiration, mais aussi, il faut le dire, d'une certaine pression. Oui, on la sent bien. Comme si une grande horloge se remettait à zéro pour tout le monde, en même temps. Et c'est un moment collectivement fascinant. On ressent presque tous cette envie de changement, comme une vague qui nous emporte. C'est justement le sujet du jour. Oui, on va explorer la psychologie derrière ce besoin de renouveau. D'où vient ce phénomène que les chercheurs appellent, très justement d'ailleurs, l'effet du nouveau départ. Et puis, il y a la question qui fâche un peu. Pourquoi tant de bonnes résolutions, prises avec un optimisme fou, finissent par prendre la poussière au bout de quelques semaines? L'idée aujourd'hui, c'est vraiment pas de donner des leçons. C'est plutôt de comprendre ensemble, en s'appuyant sur des études, des analyses, Ce qui se joue vraiment en nous. voilà, et d'explorer des approches peut-être plus douces, plus humaines, pour aborder le changement. Sortir de ce schéma binaire de réussite ou échec. Exactement. Il s'agit de s'outiller pour mieux se comprendre et puis d'agir avec plus de conscience et, pourquoi pas, plus de sérénité. Alors justement, allons-y. Le 1er janvier, un anniversaire, ou même un simple lundi matin, pourquoi ces moments nous donnent cette impression de page blanche? Vous parliez de l'effet du nouveau départ. C'est le concept central, oui. Les recherches de Catherine Milkman et de ses collègues ont montré que notre cerveau adore ces repères temporels. Des repères temporels. Oui, ils agissent comme des bornes psychologiques. Ils nous permettent de créer ce que les chercheurs nomment une comptabilité mentale temporelle. C'est une image intéressante. C'est une façon de tracer une ligne dans le sable, en fait. D'un côté, il y a notre moi passé, avec ses erreurs, ses échecs. Et de l'autre, De l'autre, un moi futur, tout neuf, plein de potentiel. c'est comme si on mettait nos échecs précédents dans une boîte, avec une étiquette l'année dernière ou la semaine dernière, pour s'en détacher mentalement. C'est tout à fait ça. Et cette distance psychologique, elle n'est pas anodine, elle augmente notre sentiment d'auto-efficacité. C'est-à-dire, C'est-à-dire notre croyance intime en notre capacité à réussir. Le poids du passé, tout à coup, semble plus léger, comme s'il appartenait à une autre personne. c'est une illusion au fond. C'est une illusion, bien sûr, mais une illusion très puissante pour la motivation. Et j'imagine que c'est un phénomène qu'on peut observer concrètement. Je pense au fameux « lundi, c'est décidé, je commence le sport ». Absolument, et les données le confirment de manière frappante. Une des sources qu'on a analysées montre que les recherches Google pour le mot régime explosent. Pas seulement le 1er janvier, j'imagine. Non, justement, il y a des pics systématiques au début de chaque mois et même chaque lundi. C'est un cycle quasi hebdomadaire. C'est dingue. Et sur le comportement, c'est pareil. La probabilité de se rendre à la salle de sport est 33% plus élevée un lundi. Chez les étudiants, le début d'un semestre, ça augmente cette probabilité de 47%. Ce sont des puissants déclencheurs en fait. Des déclencheurs très puissants. C'est fou. On a donc cette motivation presque biologique qui nous pousse à démarrer. Et pourtant, on connaît tous la suite de l'histoire. Mi-janvier, la plupart de ces belles intentions sont déjà oubliées. Comment on explique ce décalage ? Ah, c'est là que le bas blesse. Les chiffres de l'étude de John Norcross, ils sont sans appel. C'est-à-dire ? Après une semaine, 23% des gens ont déjà abandonné leur résolution. Après 6 mois, plus de la moitié a lâché l'affaire. La moitié. Et au bout de 2 ans, il ne reste que 19% des gens qui tiennent encore. Il y a même un surnom pour ce pic d'abandon. Ah oui, Le Ketos Day, le jour des abandons. Identifié comme le 2e vendredi de janvier. le 2e vendredi de janvier. C'est le moment où les salles de sport commencent enfin à se vider et où on peut accéder aux machines. C'est un peu ça ? Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cet optimisme initial, il se heurte à un mur si rapidement ? Alors ce cycle répétitif, il a été théorisé par des psychologues, Jeannette Polivy et C. Peter Herman. Ils appellent ça le syndrome de la fausse espérance. La fausse espérance. C'est un piège cognitif redoutable qui repose sur plusieurs illusions. La première, c'est l'illusion de la vitesse et de la facilité. On sous-estime systématiquement l'effort, le temps. On veut tout de suite. Exactement. On imagine un changement radical en quelques jours, alors que la science, elle, nous dit qu'une nouvelle habitude prend en moyenne 66 jours à s'ancrer. 66 jours. Et ça peut même aller jusqu'à 254 jours pour les plus complexes. Plus de 2 mois. Ça va totalement à l'encontre de cette culture du quick fix, de la solution miracle qu'on nous vend partout. C'est clair. Les programmes Un corps de rêve en 3 semaines jouent exactement là-dessus. Et quand on échoue, ce qui est quasi inévitable, Le réflexe, c'est de se blâmer. oui,
Je manque de volonté, je n'y arriverai jamais. Exactement. Et ça nous amène à la deuxième illusion, celle du bénéfice global. On se persuade qu'un seul changement va révolutionner toute notre vie. Genre, perdre du poids va, comme par magie, nous rendre plus confiants, résoudre nos problèmes au travail. C'est ça, une attente démesurée qui garantit presque la déception. Et enfin, il y a l'oubli des leçons passées. L'euphorie du nouveau départ nous fait oublier pourquoi on a échoué l'année d'avant. On se dit, cette fois, c'est différent. Je me demande s'il n'y a pas aussi une dimension purement physique à tout ça. On connaît tous cette expérience. On tient bon toute la journée, on résiste, et le soir, en rentrant fatigué, on craque. Est-ce que la volonté, c'est un peu comme un muscle qui se fatigue? C'est une excellente analogie. C'est ce que le psychologue Roy Baumeister a appelé l'épuisement de l'ego. L'épuisement de l'ego. L'autorégulation, le fait de se contrôler, ça consomme une énergie mentale qui est limitée. Chaque décision qui demande un effort, résister à un gâteau, se forcer à travailler sur un dossier, Ça puise dans la même réserve. oui, dans la même réserve. Donc le soir, quand la batterie est faible, notre capacité à résister s'effondre. La volonté, ce n'est pas une vertu morale inépuisable, c'est une ressource cognitive qui se décharge. Je visualise de tableaux. On part avec un élan incroyable, mais on fonce droit dans ce mur psychologique, fait de fausses espérances, d'épuisement. C'est un cycle qui semble voué à l'échec. Si on continue à jouer avec les mêmes règles, oui, Et ces règles, c'est la volonté pure et l'autocritique. On est sûr de perdre. Alors, comment on change les règles du jeu? la réponse que proposent de plus en plus de chercheurs, comme la pionnière Christine Neff, c'est un changement complet de paradigme. C'est-à-dire? Il s'agit de passer de l'autocritique, qui est notre réflexe culturel, à l'autocompassion. L'idée, c'est que la bienveillance envers soi-même est un moteur de motivation beaucoup plus puissant et surtout plus durable. Attendez. L'autocompassion. J'avoue que le mot me fait un peu tiquer. Pour beaucoup de gens, y compris moi, la critique, c'est un moteur. C'est ce qui nous pousse à nous dépasser. À ne pas se reposer sur ses lauriers. Oui, voilà. N'y a-t-il pas un vrai risque que cette bienveillance devienne une forme de complaisance, une excuse pour ne plus faire d'efforts? C'est la plus grande idée reçue sur le sujet et elle est tenace. Mais la recherche montre exactement l'inverse. L'autocompassion, telle que l'a définie Christine Neff, ce n'est pas de la complaisance. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un processus actif qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'auto-bienveillance. Il s'agit de se parler à soi-même comme on parlerait à un ami cher qui traverse une difficulté. Avec encouragement et compréhension. Oui, pas avec des reproches. Donc au lieu de se dire « je suis vraiment nul, j'ai encore craqué », on dirait plutôt « c'est difficile de changer, c'est normal de trébucher, qu'est-ce qui m'aiderait la prochaine fois ?» C'est précisément ça. Le deuxième pilier, c'est l'humanité commune. Se rappeler que l'échec, l'erreur, l'imperfection, ça fait partie de l'expérience humaine. On n'est pas seul dans cette galère. Exactement. Des millions de personnes trouvent ça difficile. Ça dédramatise l'échec, ça le sort de l'isolement, de la honte. Et le troisième pilier, c'est la pleine conscience. Mindfulness. C'est ça, la capacité à observer ces émotions difficiles, la frustration, la déception, sans les ignorer mais sans se laisser emporter par elles non plus. On les reconnaît, on les accepte. Ce qui permet de ne pas surréagir. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. J'ai lu dans vos sources que ce n'est pas juste une idée feel-good. Vous êtes en train de dire que se critiquer et s'encourager, ça active des circuits neurologiques complètement différents. Ah mais c'est incroyable. C'est comme si on appuyait sur le bouton panique ou le bouton sécurité. C'est exactement ça. L'autocritique active le système de menace du cerveau, notre système de survie, combat, fuite. Ça libère du cortisol, l'hormone du stress. Et le stress, ça paralyse. Oui, ça. Notre cortex préfrontal, la partie du cerveau qui planifie, qui gère la discipline à long terme, il est mis en sourdine. À l'inverse, l'autocompassion active le système de soins, libérant de l'ocytocine, l'hormone de la confiance, du lien. Et cet état de sécurité, c'est le bon terreau pour grandir. C'est le terreau idéal pour l'apprentissage, la résilience, la prise de décision réfléchie. Se critiquer, c'est se mettre en mode survie. S'encourager, c'est se mettre en mode croissance. C'est incroyable de penser que la façon dont on se parle peut changer notre chimie interne à ce point. Ça explique une statistique qui m'avait frappé dans les travaux de Norcross. Laquelle ? 53% des gens qui réussissent à tenir leur résolution ont connu au moins un glissement, une rechute temporaire. La clé n'est donc pas de ne jamais tomber, mais de savoir comment on se relève. C'est la définition même de la résilience. C'est la différence fondamentale entre voir un écart comme une preuve de notre incompétence ou comme une simple information.
une information sur ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci, L'un mène à l'abandon. et l'autre à l'ajustement. Alors, concrètement, si on veut sortir de ce piège résolution-échec, ça ressemble à quoi au quotidien? L'article de Nick Wignol, par exemple, propose des alternatives que je trouve vraiment parlantes. J'adore l'idée du mot de l'année. C'est une approche très puissante, oui, parce qu'elle change la nature même de l'objectif. Plutôt que de viser une cible binaire comme perdre 10 kilos, Qui est soit réussi, soit échoué. voilà, on choisit un mot guide. Ça peut être clarté, douceur, audace, connexion. Ce mot ne dicte pas une action précise, mais il devient une sorte de boussole. Une intention qui infuse toutes nos décisions. Tout au long de l'année, oui. Ça change complètement la perspective. Au lieu d'une case à cocher, c'est une intention qui colore l'année. On se demande quelle serait la décision la plus audacieuse ici, ou comment apporter plus de douceur là. Ça ouvre tellement plus de possibilités. Et dans le même esprit, il y a une autre idée que je trouve géniale, les anti-résolutions. Ah oui, ça c'est libérateur. N'est-ce pas? L'idée, c'est de s'engager explicitement à ne pas travailler sur un objectif qui nous pèse depuis des années. Assumer de ne pas s'occuper du garage à ranger ou de ne pas se mettre au mandarin cette année. C'est ça. Et ça libère une quantité incroyable d'énergie mentale et de culpabilité pour se concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, là maintenant. Et cette approche de se concentrer sur une seule chose, ça se marie très bien avec ce que propose James Clear dans son livre Atomic Habits, l'idée de la micro-progression. Absolument. C'est l'effet des intérêts composés appliqués au développement personnel. L'idée de Clear, c'est qu'une amélioration de 1% chaque jour mène à des résultats exponentiels sur un an. L'enjeu n'est plus l'intensité. Mais la régularité. Et pour ça, il donne des stratégies très simples. Par exemple, l'empilement d'habitudes. On greffe une nouvelle habitude sur une ancienne. Comme Après m'être brossé les dents, je vais méditer 1 minute. Le cerveau n'a pas y pensé, le signal est déjà là. où est la fameuse règle des 2 minutes. L'idée, c'est de réduire une habitude à sa version la plus simple, celle qui prend moins de 2 minutes. Lire 30 minutes devient lire une page. Faire du sport devient mettre mes chaussures de sport. Le but est de rendre le démarrage si facile qu'on ne peut pas dire non. Et une fois qu'on a commencé, l'élan est créé. Et ces approches plus douces, plus progressives, elles font écho à une tendance de fond. Les enquêtes récentes en France montrent un glissement. Ah oui, Oui, les résolutions se déplacent de plus en plus de la performance pure, le sport, le poids, vers le bien-être mental et relationnel. réduire le stress, passer du temps avec ses proches. C'est ça. Il y a un désir collectif pour des approches plus humaines, moins axées sur la performance à tout prix. En vous écoutant, je me rends compte qu'on a beaucoup parlé du comment changer, mais on a peut-être oublié la question du pourquoi. On est tous pris dans cette course à l'amélioration, cette injonction à devenir une meilleure version de soi-même. D'où ça vient, cette pression constante? C'est une question essentielle. Et là, on sort de la psychologie individuelle pour entrer dans la sociologie. Le penseur allemand Hartmut Rosa a un concept très éclairant pour ça, l'accélération sociale. L'accélération sociale. Il explique que la société moderne, pour se maintenir, exige une croissance, une innovation, une vitesse toujours plus grande. Et cette logique, eh bien, elle se répercute sur nous, les individus. Sous la forme d'une injonction à l'auto-optimisation. C'est ça. Il faut être plus efficace, plus productif, plus en forme, juste pour rester dans la course. Les résolutions du Nouvel An deviennent alors une sorte de mise à jour annuelle de notre propre logiciel, pour ne pas devenir obsolète. C'est une image très juste. Et c'est une logique qui peut mener à une forme d'aliénation, où l'on fait les choses non pas parce qu'elles ont du sens, mais par peur du déclassement. Et qu'est-ce qui l'oppose à ça, Evelyne? À cette logique de contrôle, Hartmut Rosa oppose une idée magnifique, la résonance. La résonance. Qu'est-ce que c'est plus précisément? La résonance, c'est un mode de relation au monde où l'on ne cherche plus à maîtriser ou à atteindre un résultat quantifiable. Perdre 10 kilos, lire 50 livres. Aimer à vivre une expérience de connexion? De connexion profonde, de sens. C'est quand on se sent touché ou appelé par une activité, une personne, une œuvre d'art. C'est ressentir le plaisir de bouger son corps plutôt que de compter les calories. C'est la joie de créer quelque chose, peu importe le résultat final. C'est passer d'une logique de l'avoir, avoir un corps parfait, plus de compétences, à une logique de l'être en relation. Une relation vibrante avec le monde. C'est une perspective qui change tout. Ça transforme complètement la question de départ. Plutôt que de se demander « Quelle version de moi-même dois-je corriger cette année ?» Exactement. La question devient autre. La question, inspirée par cette idée de résonance, pourrait être radicalement différente. Elle pourrait être avec quoi ou qui est-ce que je souhaite entrer en résonance cette année?
Quelle expérience, quelle relation ou quelle activité m'appelle vraiment, au-delà de toute injonction à la performance? Hmm. Et on va laisser cette question en suspens, comme une invitation à la réflexion pour les semaines et les mois à venir.